C'est l'heure de l'information du journal avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal Magazine. Une édition que vous pouvez suivre désormais en direct vidéo sur notre page Facebook. À la une de ce lundi 22 juin, Israël se prépare à une deuxième vague de coronavirus. Une réunion du cabinet israélien s'est tenue ce matin à ce sujet. Nous ferons le point sur la situation avec Ilan Klein, directeur adjoint du département international au Magen David Adom. La mise en garde de Benjamin Netanyahou à Benny Gantz, le Premier ministre israélien aurait menacé son partenaire de nouvelles élections s'il n'acceptait pas son plan d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie. L'Iran sera également au sommaire de ce journal avec ces nouvelles révélations de John Bolton à la veille de l'apparition de son livre très attendu aux États-Unis. L'ancien conseiller à la sécurité nationale américain assure en effet que Donald Trump aurait appuyé une attaque israélienne contre des sites nucléaires iraniens. L'actualité en France, enfin, avec cette nouvelle étape du déconfinement, notamment dans les écoles, alors que le remaniement n'est désormais plus qu'une question de jour. Radio J. Réunion d'urgence ce matin donc du cabinet israélien. Les autorités s'inquiètent de l'accélération de l'épidémie du coronavirus dans le pays ces dernières semaines. 183 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures selon le bilan du ministère de la Santé ce matin. Mais ces chiffres en baisse reflètent surtout la baisse du nombre de dépistages le week-end dernier, notamment le jour du Shabbat. Les données pourraient aussi être moins réjouissantes ces prochains jours. On compte en tout cas d'ores et déjà près de 5000 cas actifs en Israël, 4848 précisément, et 307 victimes depuis le début de la crise. Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou cherche la parade face au risque réel de deuxième vague. Le Premier ministre a présenté tout à l'heure plusieurs pistes pour renforcer le dispositif sanitaire israélien. D'abord, un plus large déploiement d'agents de surveillance sur le terrain et l'augmentation du nombre de contraventions. Ensuite, le bouclage de certaines zones particulièrement touchées par le Covid, mais aussi l'usage renouvelé d'outils numériques. Et justement, cette dernière question fait l'objet ces dernières heures d'un vif débat au sein de l'exécutif israélien et des forces de sécurité. Lors d'une réunion enregistrée clandestinement et diffusée hier soir sur la chaîne de télévision N12, le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, indique en effet s'opposer à l'intégration de l'agence de renseignement dans la future législation de lutte contre le coronavirus, préférant une alternative civile. Le sujet est à la une des médias israéliens du jour, revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Nous avons opté pour la manchette de Israël Hayom qui est consacrée au coronavirus. Un coronavirus en hausse et un ministre de la Santé, Yuli Edelstein, qui affirme en titre l'annulation des traçages du Shin Bet, traçage technologique du Shin Bet, aujourd'hui serait totalement irresponsable. Le quotidien annonce en effet que le cabinet restreint de lutte contre le corona se réunit aujourd'hui pour débattre justement de ce dossier très controversé des traçages technologiques. Et en perspective de ce débat, Benjamin Netanyahou se fait plus menaçant. Soit nous parvenons à aplanir totalement la courbe, soit nous reprendrons des mesures de confinement. Et le quotidien, comme d'ailleurs l'ensemble des journaux israéliens et des sites d'information, de souligner que c'est ce matin que les chemins de fer reprennent du service après 3 mois d'interruption, avec parmi les passagers des contrôleurs qui seront chargés de vérifier le respect des règles de distanciation sociale, une fonction qui par exemple n'existe pas dans les autobus en Israël. Le Israël Hayom nous montre aussi en première page une photo d'une fête de fin d'année scolaire privée dans laquelle il semble que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale n'aient pas été clairement respectées. Le Yediot, lui, ne mentionne qu'un aspect de la crise sanitaire en une ce matin en insistant sur le fait que 2 des départements de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv ont dû être fermés en raison d'une contamination du parti du personnel médical. 17 membres de ces équipes médicales ont été diagnostiqués comme positifs. Le Yediot Aharonot revient sur sa manchette d'hier matin à propos du rapport des services de renseignement militaire israéliens qui avait affirmé que l'on était déjà en pleine seconde vague du coronavirus. Le journal souligne que ce rapport a suscité de très vives critiques et il mentionne en particulier celle du professeur Nadav Rabinovitz, qui est le directeur de l'école de santé publique de l'université de Ben Gurion dans le Negev. Il affirme qu'un tel rapport peut porter atteinte à la confiance de l'opinion publique pour les dirigeants israéliens. Quant au professeur Eyal Lechem, qui est un expert en maladies infectieuses, il estime que l'on se trouve actuellement entre 2 vagues de Covid-19 dans une phase où nous devrons apprendre à vivre avec le virus et dans une période qui est une période de préparation
en perspective de l'hiver prochain. Le site Ynet, le principal site d'information israélien, mentionne en page d'ouverture la réunion d'aujourd'hui du cabinet interministériel de lutte contre le Covid-19, une réunion à l'issue de laquelle les mesures de restriction devraient être plus sérieusement respectées. En effet, le gouvernement entend durcir considérablement les contrôles dans les espaces publics et les contrôleurs seront habilités à sanctionner plus vigoureusement les réfractaires au port de masques et à la distanciation sociale. Et c'est justement la manchette du Maariv qui indique que plusieurs centaines de contraventions ont déjà été dressées hier contre des Israéliens qui ne prenaient pas soin de porter le masque. Le Maariv cite le professeur Gabi Barabash, qui est lui-même un ancien directeur général de l'hôpital d'Ichilov, qui a déclaré hier sur une radio privée, FM 103, que lorsque des mesures de restriction ont été prises, il fallait tenir compte du caractère indiscipliné des Israéliens. Restons dans le Maariv, qui affirme qu'en dépit des autorisations reçues, le secteur du cinéma ne rouvrira pas tout de suite en Israël, d'abord parce qu'en raison de la pandémie, il n'y a pas de nouveaux films à projeter, mais aussi parce qu'il est interdit dans les salles de cinéma de consommer les fameux pop-corn et autres boissons. Voilà pour les cinémas et on part tout de suite à Tel Aviv où nous attend notre invité. Bonjour Ilan Klein. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur adjoint du département international du Magen David Adom. Ilan Klein, vous êtes confronté à la réalité du terrain du coronavirus en Israël. Peut-on parler cet après-midi de début de deuxième vague dans le pays ? Alors oui, le Magen David Adom, bien entendu, depuis la première vague est sur le terrain pour gérer tous les dépistages de la population. Le Magen David Adom se prépare pour la deuxième vague. On ne peut pas encore dire que la deuxième vague est là, mais nous, en tant que secouristes israéliens, on se prépare et on comprend qu'il y aura plusieurs milliers ou dizaines de milliers de dépistages à faire de la population. Et on fait le maximum pour se préparer. Espérons qu'elle arrivera pas ou qu'elle arrivera très tard, mais si elle arrivera, on espère tous d'être prêts pour la deuxième vague. Ilan Klein, à partir de quand pourra-t-on parler de deuxième vague en termes de cas positifs de dépistage quotidien ? C'est plusieurs milliers ? Je ne crois pas que c'est les dépistages qui vont signaler la deuxième vague, parce que encore aujourd'hui, le Magen David Adom fait des milliers de dépistages. Non, mais de cas positifs. Ce qui va faire la différence, c'est les malades. C'est les malades durs et les personnes en réanimation. Ça, c'est ce qui va nous signaler la vraie deuxième vague, parce que pour le moment, on a plus que de 4000 personnes positives, mais la majorité, c'est des jeunes. Alors, on ne voit pas beaucoup de malades et on ne voit pas beaucoup de personnes en réanimation. Dès que le nombre de personnes en réanimation va augmenter, on pourra dire qu'on rentre dans la deuxième vague. Ilan Klein, j'ai donné tout à l'heure les chiffres des dernières 24 heures en rappelant que la baisse des infections constatées était très certainement liée au nombre réduit de dépistages effectués traditionnellement le samedi et le dimanche en Israël. Peut-on s'attendre dès lors à une nouvelle accélération des cas positifs ces prochains jours ? Selon le ministère de la Santé, c'est possible. C'est la raison que nous, sur place, on a fait le nécessaire pour faire des dépistages un peu partout, dans les écoles, dans les maisons de retraite et dans chaque lieu que le ministère de la Santé nous demande à faire. Et on pourra dire ce soir ou demain où on en est. Bien entendu, l'histoire de la deuxième vague dépend aussi beaucoup de la population. Ça veut dire, si la population va pouvoir garder les 2 mètres, va pouvoir mettre les masques, etc., alors on pourra éviter cette deuxième vague. Mais si ça ne marchera pas, alors malheureusement, elle peut arriver. Vous pensez que les Israéliens ont été un peu imprudents ces dernières semaines ? Je ne sais pas si dire imprudent, mais oui, quelque chose a changé. Si les 2-3 premiers mois, les Israéliens ont fait selon les instructions, alors peut-être tout le temps en confinement, c'était un peu difficile. Alors maintenant, c'est plus compliqué d'écouter ces instructions.
Mais le Magen David Adom appelle la population d'écouter les instructions du ministère de la Santé, parce que c'est ça ce qui va faire la différence entre une deuxième vague ou une situation qui se calme. Un dernier mot avec vous, Ilan Klein, l'ancien ministre de la Défense et chef du parti Yamina, Naftali Bennett, qui était en première ligne lors de la première vague de l'épidémie en Israël, a soutenu il y a quelques heures à la télévision l'idée que le nombre de dépistages atteigne bientôt les 100 000 tests quotidiens en prévision du retour de la grippe à l'automne et d'une possible deuxième vague de Covid-19. À votre avis, est-ce que cette augmentation du nombre de dépistages va rapidement devenir indispensable ? Selon ce qu'on comprend, on doit se préparer pour une situation comme celle-là. Il y a beaucoup de personnes, de professionnels qui ont d'autres idées, mais nous, en tant que Magen David Adom, on fera le nécessaire pour être prêt. Ça veut dire on s'équipe de tout ce qu'il faut pour les dépistages, on forme les secouristes et bien entendu on gère les centres de dépistage et les standards téléphoniques dans une façon qu'on pourra faire beaucoup plus de dépistage. Espérons qu'on va pas avoir besoin, mais si on aura besoin de ça, alors on est là et on est présent. Eh bien, on l'espère avec vous. Merci beaucoup, Ilan Klein, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du département international du Magen David Adom. Bonne journée et à très bientôt sur Radio J. La suite de l'actualité israélienne, Philippe, avec de la politique pour démarrer cette deuxième partie. Et une question, les Israéliens seront-ils appelés à retourner dans les urnes dans les prochains mois ? Eh bien, l'hypothèse paraissait totalement fantaisiste encore ces derniers jours, mais elle est un peu moins aujourd'hui. Selon le quotidien gratuit Israël Hayom, Benjamin Netanyahou aurait menacé Benny Gantz d'appeler à de nouvelles élections si le ministre de la Défense ne soutenait pas le projet d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie. Mercredi dernier, Benjamin Netanyahou avait présenté au Premier ministre suppléant les cartes de ce plan qui pourrait entrer en vigueur dès le 1er juillet prochain, mais dont les modalités d'application demeurent encore assez floues. Benny Gantz s'est publiquement opposé la semaine dernière à l'application de la souveraineté israélienne sur des zones de résidence palestinienne, mais aussi sur la vallée du Jourdain, de peur de froisser la Jordanie. La Jordanie, justement, pourrait-elle encore durcir le ton avec Jérusalem ? L'ancien candidat du parti Israël Beitenou et ancien colonel de réserve de Tzahal, Olivier Rafovitch, n'y croit pas du tout. Il était ce matin au micro de Serge Egenberg. De tout temps et depuis très longtemps déjà, nous avons des relations très particulières, très étroites avec le royaume de Jordanie, le royaume hachémite, que ce soit avec le père du roi Abdallah, le roi Hussein, également avec son fils, le roi Abdallah. Les relations jordano-israéliennes sont très étroites. Une partie d'entre elles ont été pendant des années tenues secrètes, mais il est clair que l'intérêt national d'Israël et l'intérêt national de la Jordanie est qu'il y ait une frontière commune sans qu'il y ait entre ces deux États une interférence, par exemple, palestinienne. Et de facto, la vallée du Jourdain est sous contrôle israélien et le fait qu'aujourd'hui nous soyons proches, je l'espère, d'une annexion en fait ou d'une mise en place de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain n'est que quelque part le marquage sur des situations qui existent déjà. Maintenant, le fait qu'il y ait des critiques et qu'il y ait des tensions exprimées dans la presse, entre autres, est tout à fait normal parce que la Jordanie ne peut pas se permettre de soutenir la décision israélienne par rapport au monde arabe et par rapport également à une forte population palestinienne dans le territoire jordanien. Alors que le chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, a déclaré hier que l'Iran était devenu, je cite, le pays le plus dangereux du Moyen-Orient, zoom cet après-midi sur le livre de John Bolton. L'ouvrage de l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale doit paraître, vous le savez, demain aux États-Unis, mais de nouveaux extraits paraissent d'ores et déjà dans la presse.
Dans l'un d'entre eux, Bolton assure que Donald Trump s'était préparé à soutenir une frappe militaire israélienne contre des sites nucléaires iraniens. John Bolton qui ajoute également que les équipes du Mossad auraient mis la main sur du Yellow Cake, l'un des éléments nécessaires à la fabrication d'une bombe nucléaire lors de leur fameuse opération secrète en 2018. Et je me tourne maintenant vers Gabriel Attal. On va continuer avec vous, Gabriel, de parler de l'Iran. Bonjour à vous. Bonjour Steve. Et Gabriel, le grand rabbin de la communauté juive iranienne, le Rav Yehuda Garami, a accusé le gouvernement israélien, je cite, de ne pas se soucier du tout du judaïsme. De quoi s'agit-il ? Le chef spirituel a aussi salué la mémoire du général iranien Qassem Soleimani, un héros national tué par une attaque américaine en janvier dernier. Dans un entretien en hébreu accordé aux médias Al Monitor qui a été publié hier et diffusé sur Channel 12, le rabbin Yehuda Garami a nié tout lien entre le judaïsme et le sionisme. Les gens ont tendance à se mélanger entre les deux, mais il y a une grande différence entre sionisme et judaïsme. Le judaïsme est une religion vieille de 3300 ans, tandis que le sionisme est un mouvement national et politique qui n'est vieux que d'une centaine d'années. En tant que pays, l'État d'Israël n'a rien à voir avec la religion en général et avec le judaïsme en particulier, a-t-il déclaré. Et Gabriel, ce rabbin Yehuda Garami a même été un peu plus loin en niant la nature religieuse du conflit qui oppose l'Iran à Israël, et il s'en est même pris à l'exécutif actuel israélien. Oui Steve, le gouvernement israélien ne se soucie pas du tout du judaïsme, a déclaré le rabbin Yehuda Garami, et il poursuit: tout ce qui est prétendument offert aux orthodoxes est accordé en raison d'un accord politique ou autre. Cela n'a rien à voir avec leur approche religieuse. On écoute le rabbin Yehuda Garami. רוצים לשלוח את המסר הזה לציונים ובראשם לנתניהו. דעו לכם שאתם הציונים לא מייצגים את היהדות ולא מייצגים את העם היהודי. אתם מייצגים רק רעיון ותנועה פוליטית שרעיוניה וערכיה נוגדות את הרעיונות והערכים של תורתנו הקדושה והדת היהודית. אנחנו יהודי איראן מוקיעים ומגנים בחוזק ובתוקף את מעשים ותוקפנות שלכם ומצהירים ומדגישים לכל העולם שיש הבדל גדול בין היהדות לציונות. Merci Gabriel, on vous retrouve dans un instant pour l'actualité française. On va marquer une pause à 14h20, quelques écrans publicitaires avant de nous retrouver pour la dernière partie du journal. À tout de suite. L'historien israélien Zev Sternel, spécialiste de l'histoire du fascisme, est décédé hier à Jérusalem. L'intellectuel qui avait fait polémique en France pour ses thèses sur la montée de l'extrême droite était aussi controversé en Israël pour ses positions classées à gauche, voire à l'extrême gauche. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Zev Sternel n'était pas exactement une personnalité consensuelle. Dans son œuvre, comme dans sa vie publique, il n'a jamais recherché l'unanimité, ni d'ailleurs la facilité. Né en 1935 en Galicie, son enfance est rapidement effacée par la guerre. Son père, soldat de l'armée polonaise, meurt au début des hostilités. Sa mère et sa sœur sont assassinées peu après par les nazis. Recueilli successivement par deux familles catholiques, où il est d'ailleurs converti, Zev Sternel quitte la Pologne en 1946 pour la France, où il restera 5 ans. Le temps pour lui d'apprendre le français, de renoncer à son passé polonais et à la religion catholique. Quand il apprend la création de l'État d'Israël, il sait qu'il a trouvé sa place et sa voie. Il fait son alia seul en 1951 et suit dès lors le parcours des jeunes Israéliens. Celui qui se définira comme super sioniste deviendra officier de Tsahal et participera aux guerres d'Israël, de la crise de Suez de 56 jusqu'à la première guerre du Liban de 1982. Son parcours universitaire, qui fera de lui un expert mondialement reconnu de l'histoire du fascisme, est de son propre aveu lié à son histoire personnelle, parce qu'il a vu à quelle vitesse la démocratie européenne a pu sombrer dans la guerre et le totalitarisme. Zev Sternel avait passé sa vie à chercher à en comprendre et démonter le mécanisme. Cela a donné lieu à de nombreuses publications, notamment en français, dont certaines ont pu faire polémique, mais qui toujours ont interpellé et incité à la réflexion. Son ouvrage « Les Anti-Lumières », publié en 2006, avance la thèse que les origines du fascisme seraient à rechercher du côté des adversaires au mouvement des Lumières du XVIIIe siècle et que la Révolution nationale de Vichy en était la continuité. Professeur émérite et directeur du département de sciences politiques de l'Université hébraïque de Jérusalem, le professeur Sternel se voit décerner en 2008 le prix d'Israël en sciences politiques. C'est peu après qu'un activiste d'extrême droite fera exploser une charge artisanale à l'entrée de sa maison, le blessant légèrement. Au fil des années, Zev Sternel est devenu un adversaire déclaré de la présence israélienne dans les territoires de Judée-Samarie. Celui qui fait partie des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant qualifie d'ailleurs les implantations de camps
cancer, suscitant à son égard une controverse et une hostilité de la droite nationaliste qui ne se sont jamais éteintes. Toujours hanté par la vulnérabilité des régimes démocratiques, Sternel est convaincu que l'État d'Israël risque son âme s'il ne renonce pas à se retirer des territoires conquis en 1967 pour y permettre l'établissement d'un État palestinien indépendant. Pour lui, la frontière morale d'Israël devait s'arrêter aux frontières de 49, condition essentielle à l'existence d'Israël, tandis que celle de 67 avait pour lui un goût d'impérialisme. Profondément laïque, il dénonce ce qu'il voit comme un messianisme de la droite nationaliste israélienne. Intransigeant même avec son propre camp, il n'avait jamais hésité à critiquer la gauche israélienne pour n'avoir pas été au bout du règlement du conflit israélo-palestinien, estimant qu'elle avait manqué d'un dirigeant à la hauteur de l'enjeu. Zeev Sternel est décédé le 21 juin à l'âge de 85 ans. L'actualité en France avec le rapatriement de 10 enfants de djihadistes français de Syrie. Ils ont rejoint le pays la nuit dernière. Parfois orphelins, ces jeunes enfants se trouvaient jusque-là dans des camps du nord-est de la Syrie. Ils ont été remis ce matin aux autorités judiciaires avant de faire l'objet d'un suivi médical et social. On va parler avec vous maintenant, Gabriel, d'autres enfants à la une de l'actualité aujourd'hui. Après 6 semaines d'école en dents de scie et plus de 3 mois de classe à la maison pour lutter contre la propagation du coronavirus, eh bien, écoliers et collégiens sont retournés aujourd'hui en cours grâce à un protocole sanitaire allégé, Gabriel. Oui, Steve, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré ce matin espérer que le plus d'élèves possible reviendraient en classe. Pour pallier le retard accumulé pendant ces mois sans cours, le ministre a annoncé sur France Inter la mise en place d'un plan ultra volontariste avec des évaluations en début d'année de façon à déclencher de l'aide personnalisée. Le ministre a également affirmé que les règles de distanciation physique dans les écoles et collèges étaient assouplies à partir d'aujourd'hui. À l'école primaire, la distance d'1 mètre est recommandée, mais si on n'y arrive pas, ça ne doit pas empêcher d'avoir tous les élèves dans la classe. Et on s'est fondé sur l'avis du Haut Conseil à la santé publique pour faire cela. Et au collège, c'est 1 mètre de distance. Et si on n'y arrive pas, on met un masque. Et dans les semaines précédentes, on mettait de toute façon un masque obligatoirement. Donc cette situation rend les choses moins difficiles. Gabriel, quelles sont les autres nouveautés qui entrent en vigueur aujourd'hui ? Je crois qu'on va pouvoir découvrir les nouveaux films au cinéma. Exactement, Steve. La réouverture des cinémas et des casinos est à l'ordre du jour. La pratique des sports collectifs en loisirs est également à nouveau autorisée aujourd'hui, à l'exception des sports de combat pour lesquels une nouvelle décision sera prise lors d'une prochaine phase de déconfinement. Pour la pratique de haut niveau, le ministère des Sports a annoncé que la reprise des entraînements avec contact était désormais possible. Et c'est une excellente nouvelle. Voilà pour cette nouvelle phase du déconfinement. Mais côté politique également, Gabriel, les choses s'activent et s'accélèrent. 3 ans après son élection à la présidence française, Emmanuel Macron pourrait procéder à un remaniement gouvernemental bientôt. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a été dans ce sens hier soir sur France 3 dans l'émission Dimanche en politique. Selon elle, cette question des hommes et des femmes amenés à porter le projet de réforme relèvera cependant du président et du Premier ministre. Je pense que dans la période qu'on est en train de vivre après successivement la crise du coronavirus, le débat très intense que nous avons eu sur les retraites et surtout alors que la majorité qui est en place aujourd'hui a quasiment réalisé la totalité du programme présidentiel, il est assez légitime qu'on se pose la question des 2 prochaines années, de nos priorités et évidemment des hommes et des femmes qui seront amenés à les porter. Et ça passe par un remaniement ? Les hommes et les femmes qui seront amenés à les porter au sein du gouvernement, ça passe nécessairement par un remaniement, mais c'est le choix du président de la République et du Premier ministre. Merci Gabriel Attal, voilà c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec vous Gabriel Attal pour le Flash. Merci de votre fidélité à Radio J. À très bientôt et portez-vous bien.